Cette semaine, je vous fais une petite étude de cas sur des clients qui sont clients à moi en assurance, mais dont je n'ai pas les placements sous gestion. Ils voulaient un avis neutre sur leur placement. Donc, je suis allé les voir, puis je vous explique un petit peu c'était quoi le processus, puis c'est quoi les problèmes que j'ai détectés là, dans leur portefeuille actuel. Alors, ces clients-là, c'est des clients qui sont à la retraite déjà depuis plusieurs années, donc ont un âge assez avancé. Leur structure est assez simple, là. Ils ont chacun un FAIR. Ils ont des comptes non enregistrés et ils n'ont pas de CELI. Donc là, déjà là, red flag. OK? Il faut lever le drapeau, il faut dire pourquoi on n'a pas de CELI puis on a un compte non enregistré. Compte non enregistré, c'est quoi? Ben, c'est des placements imposables. OK? Alors qu'on pourrait les transférer dans un CELI qui est non imposable. Donc, la première question que je leur ai posée, ben, c'était ça, c'était pourquoi vous aviez des comptes non enregistrés avec des valeurs importantes là, pour madame, il y avait à peu près trentaine de mille de dollars de gains. OK? Donc, c'est non négligeable. Puis ça, c'est des actifs sur lesquels cette personne-là va payer de l'impôt à chaque année parce qu'il va y avoir des distributions, ainsi de suite. Donc, il n'y a pas vraiment d'intérêt d'avoir un compte non enregistré si on n'a pas maximisé notre CELI. Elle avait en plus un profil, là, je dirais, équilibré, donc c'est sûr qu'il y a des distributions d'intérêt là-dedans en plus. Autre chose aussi, les comptes non enregistrés, si vous avez vu mes vidéos précédentes, si vous faites des fonds mutuels, bien, assurez-vous que ce soit en catégorie de société. Encore une fois, cette cliente-là, il n'y avait pas de catégorie de société dans ses comptes. Pourquoi? Ben, c'est parce qu'elle faisait affaire avec une firme qui n'offre pas ce type de produit-là. Donc, ils ont seulement des produits de maison. Puis, dans leurs produits maison, mais ils n'ont pas la possibilité d'avoir des catégories de société. Donc, ça, déjà là, on part déjà avec un gros problème fiscal. Puis, c'est encore pire pour son conjoint parce que son compte est encore plus gros. Lui avait à peu près 140 000 de gains sur son compte non enregistré. Il avait un portefeuille plus agressif, là, 100% en actions américaines. Encore là, il faut faire attention parce que si on reçoit des dividendes d'actions américaines, bien, c'est traité comme du revenu d'intérêt. Donc déjà là, de ne pas avoir de CELI, bien, évidemment, ça vient de causer un problème parce qu'on va payer de l'impôt en réalité pour rien, puis potentiellement perdre notre sécurité de la vieillesse, hein, parce qu'on peut se faire chargeback, là, on peut se faire réduire les prestations si on a un revenu trop élevé. Donc, si on a des distributions de nos comptes non enregistrés, bien évidemment, ça peut venir avoir un impact là, sur ces distributions-là. Donc, dans le cas de ces deux clients-là, ben, ma recommandation était assez simple, c'était d'essayer de transférer l'argent non enregistré dans un CELI. Puis, je leur ai demandé de poser la question à leur conseiller ou conseillère de pourquoi ça n'avait pas été fait. OK? Donc, c'est sûr qu'à court terme, ces gens-là, en faisant ce mouvement-là du non enregistré vers le CELI, bien, on va déclencher l'impôt. OK, ça, on n'a pas le choix, là. Mais il faut tirer sur le plaster parce que si on a encore 10 ans, 15 ans d'espérance de vie, ben, l'accumulation dans ces comptes-là va être assez importante. Donc, pour ces clients-là, la première chose là, qui me sautait aux yeux, c'était justement de transférer l'argent non enregistré vers le CELI. Pourquoi? Ben, c'est parce que si on a encore 10 ans, 15 ans d'espérance de vie, ben, la croissance de notre compte non enregistré va nous générer de plus en plus grosses distributions, d'autant plus que ces gens-là ne s'en servent pas. Donc, la croissance va continuer, les comptes vont devenir de plus en plus gros. Donc, pourquoi pas profiter du CELI qui est à l'abri de l'impôt? Évidemment, ben, il faut tirer sur le plaster tout de suite, dans le sens qu'il faut payer l'impôt à court terme. On aurait pu mettre en place aussi une stratégie de dire, ben, on va en vendre par tranche, disons sur 1 an, 2 ans ou 3 ans, pour graduellement déclencher notre impôt et non pas tout d'un coup. Ça aurait été possible aussi. C'est ce que je leur ai proposé d'ailleurs de faire et remplir graduellement le CELI pour au moins essayer d'améliorer l'efficacité fiscale de la chose, là, pour ne pas avoir à payer de l'impôt en réalité qu'ils ne devraient pas payer. Donc, ça, c'était la première chose. Autre chose, ben, ces clients-là n'ont pas d'enfants, puis on leur a vendu une police d'assurance vie permanente euh, pour faire une planification fiscale et successorale, mais ils n'ont personne à qui léguer cet argent-là. Ils ont déjà un surplus d'actifs. Donc, ma question, c'était c'est quoi le raisonnement derrière cette police-là? Étant donné qu'ils n'ont vraiment pas personne de bénéficiaire spécifique à qui ils veulent laisser leur argent. Donc, des fois, je me questionne sur la validité des polices d'assurance qui ont été vendues. Mais bon, évidemment, c'est pas moi qui les ai vendues, donc
ne peux pas faire grand-chose par rapport à ça, mais je leur ai quand même mentionné de faire attention à ça à l'avenir. Autre chose par rapport à leur placement actuel, bien évidemment, comme je l'ai dit, c'était dans une compagnie qui est captif. Donc, le choix des fonds est assez restreint. Il n'y a pas de catégorie de société, comme je l'ai mentionné. Donc, déjà, l'efficacité fiscale n'est pas très intéressante. Aussi, ben, si on regarde les fonds, l'historique, le rendement, ainsi de suite, la performance n'était vraiment pas au rendez-vous. On parlait des fonds qui étaient dans le quatrième quartile, donc dans le pire 25% des fonds de la catégorie pour chacun d'eux. Donc ça veut dire que c'était des fonds qui sous-performaient, mais qui cherchaient tout de même 2,5% de frais annuels. Donc, il y avait possibilité d'améliorer ça puis de réduire les frais. Donc, c'est quelque chose que je leur ai présenté aussi, la possibilité de réduire leurs frais. Évidemment, ben, de transférer d'une compagnie de fonds à l'autre ou de transférer, disons, de leur compagnie vers moi, mais on déclencherait l'impôt dans les comptes non enregistrés. Donc, il y avait une certaine planification à faire à ce niveau-là, mais c'est certain qu'il y avait une économie de frais qui était possible, là, de l'ordre au moins 0,5 à 1% par année pour eux. Alors, ce qu'il faut retenir, dans le fond, de cette histoire-là, c'est n'hésitez pas à demander une deuxième opinion à quelqu'un qui est neutre. Il va pouvoir vous dire c'est quoi les problèmes avec votre portefeuille, qu'est-ce qui lui saute aux yeux. OK? Donc, dans mon cas, c'était vraiment l'efficacité fiscale des comptes non enregistrés. Il n'y avait pas de CELI. La performance des fonds n'était pas au rendez-vous. Les frais étaient assez élevés. Euh, donc, ces facteurs-là faisaient en sorte que pour eux, j'avais l'impression que ce n'était pas la meilleure structure possible pour leur situation, puis je leur ai expliqué. Donc, vraiment, gênez-vous pas, même si vous avez un conseiller depuis plusieurs années, et ainsi de suite, ben, demandez quand même une opinion à quelqu'un d'autre qui est neutre, voir qu'est-ce qu'il a à dire, puis peut-être vous pouvez retourner à votre conseiller après ça avec des questions, puis lui demander des explications. Peut-être qu'il y a une très bonne raison d'avoir fait tout ce qu'il a fait pour vous, mais assurez-vous juste d'avoir les réponses à vos questions, puis demander un deuxième avis, ben, généralement, ça peut être quand même bénéfique. Donc, j'espère que ma vidéo vous éclaire un petit peu sur les choses qu'il faut regarder quand on fait affaire avec un conseiller. N'hésitez pas à vous inscrire à notre chaîne YouTube. On dépose des vidéos comme celle-ci à toutes les semaines. Donc, je vous dis à la semaine prochaine.